Accordion à sa liste. Et Kobikoro à sa liste. Mon école, la même liste que Kobikoro. Zonyema à sa liste. Ndondon à sa liste. Don François à sa liste. Et Tundon à sa liste. Chaque compteur a la liste des compteurs qui ont permis qu'aujourd'hui ils soient détenteurs de cet art, de cette science, de cette connaissance. J'ai ce soir la mission de vous entretenir sur les diverses formes de Mbet Oyo à travers les âges, à travers le temps. C'est cela, la mission que j'ai cet après-midi. Je serais satisfait si, en sortant d'ici, beaucoup parmi vous auront été édifiés. Je vais néanmoins accepter de répondre aux questions de ceux qui remontent au moins à leur grand-père. C'est déjà beaucoup. J'ai mis une chaise parce qu'à un moment donné, je vais m'asseoir pour que ce travail, ce pavé qui n'est pas encore publié et qui est un travail de rédaction de 2 ans, mais qui consacre environ 20 ans de recherche. 20 ans de recherche sur Mbet Oyo. Mbet et Mbet Oyo. Quelle est la différence? Partons sur le plan étymologique, sur lequel on peut tous se mettre d'accord. Le mot, le substantif Mbet dérive du verbe abet. Abet veut dire monter, veut dire élever, veut dire s'élever. Ayons wabet, wabor, mbet, c'est ce que m'apprend Thirobian, Ngo. Ayons wabet, quand tu t'élèves, ayons wabet, wabon bet. Chaque fois que l'homme et quand s'élève par la connaissance, s'élève par la pratique, s'élève par la guerre, s'élève par le rite, chaque fois qu'il passe d'une étape A à une étape A+1, il réalise ce qu'on appelle un vote. Vote, c'est donc l'ensemble des connaissances scientifiques, l'ensemble des connaissances ésotériques, l'ensemble des connaissances matérialistes, tout le corpus civilisationnel étant et dans un vote. Donc, c'est bien plus qu'un art. C'est une civilisation totalisante. C'est ça le vote. Parce que on a pris l'enfant qui est né au stade animal et on l'a élevé au stade adulte et on lui a expliqué qu'il va accéder à l'immortalité. Donc, il passe d'un état inférieur à un état intermédiaire, à un état supérieur, à un état éternel. C'est une progression. Et l'ensemble des connaissances qu'il a, c'est cela que les écans appellent un vote et qu'on ne peut pas traduire en français. Car ce n'est pas un registre français, ce n'est pas un registre occidental. Et ça pose un problème pour les transcripteurs, pour ceux qui écrivent. Le choix de l'homme, on aurait pu dire là. Voyez-vous, sur le plan formel, c'est déjà ça. Mais, poursuivons. Sur le plan fondamental. Sur le plan fondamental, je vous ai dit que vote, c'est tout ce que l'enfant, puis l'adolescent, puis l'adulte apprend pendant toute sa vie et qu'il élève. Chaque fois, le fait passer d'un stade de connaissance A à un stade de connaissance A+1.
vous êtes enfant, jouez-nous les écrans. On éveille la connaissance de l'enfant avec les devinettes. Afian, Aze. Et on pose la devinette à l'enfant. C'est bête ça, déjà. Puisque l'enfant passe du stade animal au stade d'être social. Il commence à comprendre le monde qui l'entoure. Il découvre les choses à travers les devinettes. C'est un but. Donc on a un but Afian, Aze. Quand l'enfant maintenant a un registre lexical assez avancé et qu'il peut comprendre les contes, on lui raconte justement les contes de la tortue et du léopard. Koulou, base. Et on lui dit, la tortue qui est là, qui est laide, qui va lentement, est beaucoup plus importante pour toi que le léopard, qui est majestueux, qui est puissant. La tortue ne va jamais te tuer. Le léopard, lui, il te tue. La tortue, elle vit 120 ans au moins. Le léopard, c'est 7 à 9 ans. Donc, privilégie l'approche tortue plutôt que l'approche léopard. Privilégie l'intelligence. Voilà pourquoi dans les contes, pour le reste, la tortue a toujours raison sur la panthère. La tortue a toujours raison sur la panthère. Deuxième apport. Troisième apport, c'est Ngagne. Ngagne, les contes animaliers. L'enfant quitte maintenant le corps de garde. Si c'est un garçon, il va avec son père dans la forêt pour les pièges, ou bien il va pour la chasse, ou bien il va pour abattre les arbres, pour les brosser. Il commence à découvrir un univers qu'il ne connaissait pas. Avant, il était qu'au corps de garde, ou bien il était à la cour, ou bien il était à la cuisine. Maintenant, il sort. Donc, les contes, Ngagne, sont les contes qui lui permettent de découvrir le milieu animalier, le milieu des animaux, le milieu de la forêt. Mais en même temps, à travers les animaux, le milieu des hommes. Car on se sert des animaux pour critiquer la société. Voyez-vous, ces animaux-là, souvent, ce sont des hommes qui sont finalement incarnés dans le conte par les animaux. Car on veut expliquer à l'enfant certaines choses qu'il y a dans la société. Que tout n'est pas simple. Il faut qu'ils sortent de la naïveté. Nous sommes là au troisième apport culturel. Le quatrième, c'est Oula. Oula hier. C'est ce que disait Chef Pélan, n'est-ce pas? Oula hier, c'est le quatrième niveau. L'enfant est maintenant un adolescent. Il a déjà subi certains rites. Il va bientôt peut-être penser à se marier. Alors là maintenant, il faut qu'on lui explique que les mythes structurants, les cosmogonies, les légendes, ce qui fait le peuple écan. Par exemple, le mythe de l'évou. Comment l'évou arrive chez les écans. La légende d'Otamboga, la légende du Gomanta, ou bien la légende de Ngunguran. Tout ça, on rencontre ça dans Oboulayer. Ils sont de grands conteurs. Certains doivent sacrifier un parent cher. Ils sont de grands conteurs. Certains doivent perdre la vue. Ils sont de grands conteurs. Donc, ce n'était pas une initiation simple. Mais celui qui était initié, il accédait à tout le corpus. À tout le corpus civilisationnel. C'était un honneur. C'était un honneur pour lui. Et notre Oyo, c'est le nom de l'instrument. Ou bien encore un nom. C'est le nom de l'instrument. Ou parfois, Anganaman. Anganaman, c'est le surnom qu'un conteur avait donné à l'instrument. Mais sinon, sur le plan étymologique, Oyo, c'est l'instrument, c'est le cordophone.
c'est la absita. Donc, Mbet, contrairement à ce que dit le professeur Grégoire Biyogo, que je respecte beaucoup, mais qui n'a pas toujours eu une position critique vis-à-vis de son maître, Servan Toutoumou, contrairement à ce que dit Grégoire Biyogo, Mbet, ce n'est pas l'homme, Mbet, ce n'est pas l'instrument, et Mbet, ce n'est pas le récit. Parce que sur le plan simplement étymologique, sur le plan du nom qu'on attribue à la chose, eh bien, nous, à la Fondation Meubel, nous disons exactement autre chose. Le conteur. Le conteur, on l'appelle Ombombet. Quand il joue et quand il compte, on l'appelle Ombombet. Quand un joue et quand un autre compte, celui qui joue, on l'appelle Nzombet. Et celui qui compte, celui qui joue, on l'appelle Nkuroyon. Ou bien Nkuronam. Il joue à kout oyo, à kout nam. Et celui qui parle, on l'appelle Nzombet. Kana Azombet. Voyez-vous? Donc on ne peut pas dire que le compteur c'est Mbet. Non. C'est une interprétation trinitaire. 3. Mbet c'est l'homme, Mbet c'est l'instrument, Mbet c'est le compte. Non, c'est une approche trop trinitaire. Il faut revenir à la réalité étymologique. Le compteur c'est un bon Mbet. Quand c'est dissocié, soit c'est celui qui parle, un Zombet, celui qui joue, un Koroyom. Voilà. Le récit. Le récit, ce n'est pas un Mbet. Le récit, c'est un langue au singulier, un lambet, un lambet. Et un langue, c'est un récit historique, un récit authentique. Wakat, tu racontes. Walang, tu racontes. Mais et Walang, tu dis vrai. Et Wakat, tu racontes une histoire qui peut être fausse. On ne dit pas un katmbet ou bien un karambet, on dit un lambet. Ça veut dire que les premiers conteurs de Mboroyo étaient des historiens de la parole. On en parlait tout à l'heure. Je suis en train de mettre un préalable. En philosophie, on appelle ça un prolégomène, c'est-à-dire une longue introduction préalable pour que vous compreniez ce qui va être dit après. Je suis donc dans les prolégomènes. Donc, le récit, ce n'est pas un but. Le récit, c'est un lambet. Un lambet. Il y a beaucoup de choses qui sont dites de manière mythique, de manière légendaire, avec souvent une oralité hyperbolique. On dit que le Mbet, mais ici entendez Mbet Toyon, est né il y a de cela 3000 ans. Ok. Je l'ai lu. Mais dans l'approche que nous avons, nous situons l'origine de Mbet Toyon au XVIe siècle. Je reprends. Dans les recherches que nous menons, nous situons l'origine de Mbet Toyon au XVIe siècle. Pourquoi? Et parce que il semble que ce soit au XVIe siècle que le personnage connu sous le nom de Oyono, Adangwan, ait existé. Pourquoi le XVIe siècle? Mais c'est un calcul arithmétique. Lorsque les conteurs se présentent, quand ils ont fini de décliner leur généalogie, après ils vous donnent la liste des maîtres conteurs dont ils dérivent comme disciples. Ils ont la liste. Donc Edouada a sa liste, Atobiam a sa liste, et Kobikoro a sa liste. Mbomekor, la même liste que Kobikoro. Zwingema
à sa liste Don Ngwan, à sa liste Don François, à sa liste et Tundong, à sa liste. Chaque compteur a la liste des compteurs qui ont permis qu'aujourd'hui ils soient détenteurs de cet art, de cette science, de cette connaissance. Alors, je vais vous donner ici, puisque je la connais, la liste que le Zengema Danguie nous donne dans le récit Zambizimoba. Il donne la liste. Donc nous, scientifiquement, on dit, on prend cette liste. Malheureusement, on aurait dû aussi prendre la liste des Douada ou bien de Gomécor. Mais si on n'a pas la liste des autres compteurs, celle de Zengema peut nous servir d'indication. Que dit Zengema? Zengema, qui est peut-être né en 1900 ou au plus tard en 1895, nous sommes donc là au 20e siècle, 19e siècle. 20e siècle au plus tôt 1900 et 19e siècle au plus tard 1895 par exemple. Je n'ai pas la date de naissance de Zengema, mais lorsqu'il est enregistré par Edgar Pepper, c'est un homme d'une cinquantaine d'années ou plus. Alors, Zengema donc avait pour maître Elo Simamba. Si on met 25 ans, une génération, père-fils, entre Zengema et puis Elo Simamba, qui était de la Yon au Bouk. Eh bien, Elo Simamba a pu être né en 1875, donc c'est-à-dire au 19e siècle. Si on prend maintenant celui qui a appris le mbet, ou bien qui a appris mbet oyom à Elo Simamba, c'est Ndon Eyo Essa. Ndon Eyo Essa, de la Yon Essambira. Il était de la Yon Essambira. C'est lui qui apprend le mbet, qui apprend mbet oyom à Elo Simamba, qui lui apprend ça à Zengema non. Ndon Eyo Essa, de la Yon Essambira. Lui, il apprend ça de Mungirmedon, qui était de la Yon Essoké, comme Léon Ba. Donc lui, il est peut-être né en 1825. Si on met 25 ans entre Ndon Eyo Essa et puis Mungirmedon. Celui qui apprend Mboroyo à Mungirmedon, c'est Eba Ela Minton. Eba Ela Minton. Lui, on pense qu'il est peut-être né en 1800, c'est-à-dire au début du 19e siècle. Après, il y a Ndongu, dont j'ignore la Yon. Il faut que je poursuive la recherche. Ndongu est un homme du 18e siècle, peut-être né en 1775. Qui apprend Mboroyo à Ndongu? C'est Essombe, qui est peut-être né en 1750. Donc, nous sommes toujours dans le 18e siècle. Qui apprend Mboroyo à Essombe? C'est Edu Mbo, qui est peut-être né en 1725. Toujours 18e siècle. Qui apprend Mboroyo à Edu Mbo? C'est Bitomabiza, qui est peut-être né en 1700. Début du 18e siècle. Qui apprend Mboroyo à Bitomabiza? C'est Ndomekwi. Et nous sommes là maintenant au 17e siècle. Il serait peut-être né en 1675. Qui apprend Mboroyo à Ndomekwi? C'est Ndeza, qui est peut-être né en 1650. Et qui apprend Mboroyo à Ndeza? C'est Minonga Queen, peut-être une femme. Minonga Queen, 1625. Et qui apprend Mboroyo à Minonga Queen? C'est Oyono Ada Ouane, 1600. Voyez-vous? Donc, Mboroyo est né fin du 16e siècle, début du 17e siècle.
Voilà ce que donne notre recherche et les calculs approximatifs qu'il nous faut maintenant confronter avec d'autres listes de maîtres compteurs des autres Bobombeut pour avoir une idée exacte si effectivement Oyonnax est un homme de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. C'est donc un travail de recherche qu'il faut faire avec des interpolations mathématiques ou bien arithmétiques. C'est comme ça qu'on essaie d'accéder à l'information historique et qu'on se détache un peu du mythe et de la légende. Donc, nous disons que 16e, 17e siècle, c'est l'origine du Mbek Oyo. Et d'après les récits, on dit que Oyonnax Dangwan est tombé dans un coma. Et il est revenu à la vie après ce coma. Certains disent 3 jours plus tard, d'autres disent 7 jours plus tard, d'autres disent 9 jours plus tard. Toujours est-il que celui qu'on croyait mort revient à la vie. Forcément, ça impressionne le peuple des camps. Et quand il revient à la vie, il donne la vision qu'il a reçue des Yo, la vision qu'il a reçue des hommes, la vision qu'il a reçue des ancêtres. Il donne. Dans certaines traditions, quand il arrive, il a déjà confectionné plus tard l'oignon. Dans d'autres traditions, la Rapsita sera construite plus tard. Mais tous les récits s'accordent pour dire que Na Oyonnax Dangwan est celui qui a amené un Mbek Oyo. C'est lui, sorte de prophète. Nous, ce que nous disons sur la base des recherches, c'est que le peuple Ekan, ou le peuple proto-Ekan, fuit l'Égypte, la vallée du Nil, qui est envahie par les Arabes. Et les Arabes venaient de l'Est, là où le soleil se lève. Et dans Betoyo, on disait, partez là où le soleil se couche, donc à l'ouest. Donc, on partait du nord-est vers le sud-ouest. Donc, le peuple proto-Ekan est un peuple qui fuit. C'est un peuple fuyard. C'est un peuple d'artisans. C'est pas un peuple de guerriers. Sinon, il aurait affronté les envahisseurs. Il a fui. Et cette fuite a duré longtemps. Avec des moments d'intermittence. Des moments où le peuple s'arrêtait. Peut-être pendant beaucoup d'années. Et puis après, repartait quand la zone devenait instable. Et à un moment donné, ce peuple n'en pouvait plus. Ce peuple n'en pouvait plus de fuir tout le temps. De fuir toujours. Un peu comme on a vu en Amérique du Sud, ces peuples qui sont suicidés, tous. Suicide collectif, pour ne pas avoir à supporter donc la difficulté de la vie. Donc, le peuple étant au XVIe siècle, on arrive maintenant à dire non, on n'en peut plus, on abandonne, ça suffit. Et les grosses malades, ceux qui sont initiés aux maladies, partent en forêt avec Oyonnax pour aller chercher la solution auprès des ancêtres. Ce que l'on raconte, c'est que Oyonnax aurait pris une dose d'Alan. Parce que le mélan, Alan, c'est un arbuste dont on prend l'écorce, on macère l'écorce, on fait une décoction, une mixture. Et quand on boit, ça a le même effet que l'iboga. On transforme. Et donc, Oyonnax aurait pris une dose, une surdose, il serait tombé dans le coma. C'est une lecture plus matérialiste. Il serait tombé dans le coma. Et quand ça se passait en forêt, et qu'il ne réagissait plus, on pensait qu'il était mort, on pensait aussi qu'il était vivant, on s'est dit, on le ramène au village. Quand le temps on le ramène au village, il est toujours inconscient. Et au bout de quelques jours, il revient à lui. Bien entendu, pour le peuple qui est là, c'est un phénomène extraordinaire.
quelqu'un qui semblait mort et qui revient à la vie. Et donc, Oyo Dangwan, ce qu'il a raconté au peuple, et quand va le subjuguer. Et c'est ça, la première phase de Bet Oyo. C'est la phase d'oralité. Oyoada, par la parole, va subjuguer un peuple fuyard en lui disant qu'il faut qu'il s'identifie à des gens qui n'ont pas peur de mourir, à des gens qui ont vaincu la mort. Il faut que le peuple s'identifie aux immortels. C'est la trame primordiale que donne Oyono Adangwan. Et ce peuple qui est subjugué, eh bien, prend plaisir à écouter ce revenant, celui qui est mort et qui est, semble-t-il, revenu à la vie. C'est la première phase, la phase d'oralité. Et elle va évoluer en phase oralo-martiale. C'est-à-dire que Oyoda et ses successeurs ne vont plus compter Mborium au village, à la cour. Ils vont les compter Mborium dans la forêt. Dans la forêt. Et les guerriers, ceux qui vont vouloir s'identifier aux immortels, eh bien, ils vont se parer de courage pour aller combattre. Ils vont arrêter d'être persécutés, d'être chassés, pour devenir à leur tour des persécuteurs, des chasseurs. Quand on tape les liqueurs, quand on tape avec les baguettes là, en fait, nous pensons que quand le compteur racontait dans la forêt et que les guerriers étaient là, les guerriers avaient leur bouclier, ils avaient leur lance ou bien leur épée et ils tapaient sur le bouclier pour réagir au compte du maître compteur. Et quand après il n'y a plus de guerre, eh bien les liqueurs, donc les baguettes ont remplacé le bouclier et la lance. Donc la phase oralo-martiale, c'est la phase qui se fait non plus au village, à la cour, mais en forêt, et qui prépare les guerriers à la prochaine attaque. Qui prépare les guerriers à la prochaine attaque. Donc, imaginez, il est 4 h du matin, ils sont là, du côté de Nkembo, ils ont décidé d'attaquer au niveau de Penoreti. Ils ont repéré un village à Penoreti. Donc, à 4 h du matin, le compteur et les guerriers se retrouvent là, en Nkembo, et nous ne pouvons plus continuer à faire des guerres. Et donc là, on revient à, on va dire, une phase d'oralité. C'est pas de divertissement, mais surtout de civilisation. On civilise le peuple égan en lui emportant son histoire, ses coutumes, ses rites, ce qu'il doit savoir, pour qu'il ne soit pas un peuple perdu sans repère. Après donc cette phase qui dure tout le temps du 19e siècle et 20e siècle, on entre en 1961 dans la phase de transcription. Le premier qui va écrire un Bet Oyo, c'est un Camerounais qui s'appelle Salah Théodore en 1961. Il écrit un récit. Et après lui, d'autres vont suivre. J'ai ici une liste qui donne à peu près quelques noms, mais comme je n'ai plus beaucoup de temps, je vais essayer d'avancer rapidement. Alors, Théodore Salah, il a écrit en 1961 Milan-Mimbet, chant lyrique recueilli par Togi Atangana. 1961. C'est le premier. Tiens dans tout le monde va écrire en 1983. Voyez-vous? Donc pratiquement 20 ans d'écart. Donc quand le roi Biyogo dit que Tiens dans tout le monde est le père de la raison graphique de Meroyom, c'est pas juste. C'est pas juste. Le père, c'est Salah Théodore, 1961. Alors, je n'ai rien contre mes frères gabonais. Je restitue l'information objective.
Donc, les premiers qui ont écrit, ce sont les Camerounais. Le tout premier qui a écrit, c'est Tala Théodore. Nous sommes en 1961. Sinon, nous tout va écrire en 1983, bien plus tard. Donc, dans cette phase de transcription, au départ, ils écrivent les récits et les traduisent. Après, il y a une autre approche. C'est la phase d'exégèse. C'est-à-dire que les intellectuels, les philosophes, les sociologues qui vont s'approprier cet élément de culture vont en parler, mais de manière subjective, selon leur formation intellectuelle. Donc si on est philosophe, on va vouloir parler du Mbeury selon les éléments philosophiques qu'on a reçus, soit de Schopenhauer, soit de Kant. Voilà. Il y a donc cette volonté de mimétisme de la pensée Mbeury à la pensée occidentale. Ce que je constate. La plupart des écrivains gabonais ou bien camerounais, quand ils sont d'une certaine formation, ont tendance à vouloir percevoir le Mbeury par rapport à la pensée occidentale, comme si vous voulez l'égaliser avec ceux que les occidentaux fait. Non, on peut parler de nous-mêmes par rapport à notre propre référent. Et ça, c'est une approche qui nous semble beaucoup plus scientifique, beaucoup plus endogène. Voilà donc la phase graphique. Et puis, il y a la bande dessinée. La bande dessinée que, avec des jeunes, nous allons réaliser en 2009. 2009. Donc, on passe du texte à l'image. À l'image. Et certains ont mis en image animée sur YouTube. Nous sommes toujours dans l'approche graphique. Et puis, il y a maintenant l'approche artistique. Il y a les chanteurs comme Prosper Nze qui s'inspirent de Mbeury pour faire des chansons où ils inventent des récits de Mbeury, ils s'en inspirent. Il y a le slam de Chef Elard, à qui cette conférence est dédiée, où on vient parler, mais on parle en français de ce que les conteurs disent en langue. Il y a le slam. Et d'autres formes vont arriver avec l'intelligence artificielle, avec les films, comme par exemple Black Panther, avec les dessins animés, ou avec l'imagerie virtuelle. Donc, nous sommes aujourd'hui en train de donner une nouvelle dimension sur la forme à un potentiel que nous avons hérité des anciens. Et c'est le rôle d'une génération, c'est de récupérer le substrat et de lui donner la forme qui convient pour que le fond se pérennise. Si des jeunes enfants écoutent de moins en moins les conteurs en langue, nous pensons que en mettant par exemple la bande dessinée à leur disposition, ils vont apprécier les images, les couleurs, sans pour autant comprendre, c'est vrai, la culture, mais en grandissant, ils vont saisir la culture qu'on avait logée dans l'image. C'est ça notre pari. Intéresser la jeunesse avec l'image, puisqu'elle est sensible à l'image et à la couleur, en sachant que cette image va colporter la culture. Quand il sera grand, il va mieux comprendre ce qu'il ne comprenait pas quand il était petit, et qu'il a pourtant attiré. Et si on apprend aux gens à lire le vent, à écrire le vent, à parler le vent, et bien n'importe qui va prendre cette langue pourrait écouter un récit d'Aklobion, enfant, pourrait écouter un récit de Fomeko, enfant, qui soit Ekam, qui soit Mbédé, qui soit Médié. Il va écouter, il va accéder à la culture civilisationnelle, d'accord, que nous avons reçue des sages, des anciens. Pour terminer, ce document fait à peu près 300 pages. Je vous ai dit, ça a pris 2 ans pour coucher sur papier toute la connaissance que nous avons glané ici et là. C'est un document qui se veut un essai nationaliste et qui donc sera soumis à la critique intellectuelle de ceux qui vont le lire. Et en science, nous acceptons la critique. S'il y a des choses à corriger, on corrige. Le plus important, c'est de pouvoir présenter de manière objective une réalité et pas toujours mettre en avant la subjectivité qui en réalité n'engage que l'auteur. Alors que l'objectivité engage tous ceux qui sont concernés dans une démarche scientifique. Voilà
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à présent, le message que je voulais vous transmettre cet après-midi. Je vous remercie pour votre écoute. Akiba.